Bonjour, je suis Clémence. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Raconte ta life. Que vous soyez entrepreneur aguerri, repreneur d'entreprise ou créateur, on le sait tous, la compta, c'est pas votre dada. Mais pas de panique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très précis, l'économie circulaire. Mais restez là, même si vous n'avez pas forcément envie demain d'entreprendre dans l'économie circulaire, tous les conseils vont être hyper pratiques pour votre entreprise demain. Donc, dans cet épisode, on va parler avec des cas vus et vécus par nos invités, donc Océane et Antoine, que je vais vous présenter juste maintenant. Et ce sera aussi l'occasion d'aborder des prospectives par rapport à tout ce secteur de l'économie circulaire. Donc, sans plus attendre, Océane, si tu veux bien te présenter. Oui, alors moi c'est Océane, je suis du coup expert comptable mémorialiste chez Amaris depuis 2 ans. Et du coup, j'accompagne des créateurs d'entreprises, des repreneurs, tout type d'activité. Très bien. Et moi, c'est Antoine, et je travaille pour une association qui s'appelle Les Écosoli, qui est le réseau départemental de l'économie sociale et solidaire. Et moi, j'accompagne des entrepreneurs dans un incubateur qui lance donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Antoine, l'économie circulaire aujourd'hui, à quoi ça ressemble ? Comment on peut se projeter sur demain un lancement de business ? Parle-nous-en un petit peu. L'économie circulaire, c'est assez simple. Ce qui est circulaire dans l'économie circulaire, c'est les déchets qui deviennent des ressources. Et donc, on a souvent entendu les 3 R, réduire, réemployer et recycler. Donc, réduire, c'est éviter les déchets autant que possible. Les réemployer, c'est faire d'un objet qui était un déchet, lui donner une nouvelle vie pour qu'il puisse à nouveau servir. Et puis, recycler, c'est quand ce n'est pas possible de réduire ou de réemployer, de transformer un objet en un nouveau. Et on a souvent en tête l'exemple du carton ou du verre. On peut même aller encore plus loin avec un type d'économie qui est émergent qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité, où l'idée c'est de même plus vendre l'objet pour qu'il appartienne à la personne qui l'acquiert, mais de vendre le service. Et là, par exemple, l'exemple qu'on a tous en tête, c'est par exemple de louer un vêtement pour une occasion particulière plutôt que de l'acheter et ensuite de le laisser dans un placard ou de le jeter. Ou par exemple le troc. Ou le troc, ouais. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Océane, si on rentre un petit peu plus dans l'aspect comptabilité, c'est aussi ce qui va bien nous intéresser. Quelles sont pour toi un peu les premières difficultés qu'on peut avoir quand on veut se lancer dans l'économie circulaire ? Je dirais une problématique qui est plus large que l'économie circulaire, c'est le problème de beaucoup de créateurs d'entreprises ou de repreneurs, c'est qu'ils ont beaucoup de créativité, ils ont plein d'idées et c'est incroyable, c'est vraiment génial. Mais là où il faut, je pense, borner dès le départ, c'est hyper important parce que du coup, il faut créer un fil conducteur à son entreprise. Il faut avoir une vision sur 3 à 5 ans quand on se lance pour voir un petit peu et valider surtout chacune des étapes dans la reprise d'une entreprise ou dans la création. La première année, à la fin de la première année, qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Et donc, c'est hyper important. L'expert comptable, à ce moment-là, arrive pour venir un peu borner et venir faire un prévisionnel, venir faire un business plan avec la partie plus rédactionnelle où le créateur va pouvoir bien identifier sa cible, le marché qu'il souhaite atteindre, etc. pour valider encore une fois chacune des étapes et pouvoir se lancer sereinement. Tu parlais de cible, on en a parlé quand on a préparé cet épisode. Antoine disait quelque chose de très juste. La cible, c'est très bien de se renseigner, de vouloir vraiment la connaître parce que dans l'économie circulaire, on a forcément des valeurs et puis des choses qui vont vraiment nous porter à titre perso, qui ne doivent pas se projeter sur la cible. Exactement. En fait, il faut vraiment que... Tu peux peut-être parler de petits exemples Ouais, et puis ce qui est important, c'est de ne pas confondre la finalité de son business avec son fonctionnement. Et c'est pas parce qu'on veut atteindre un objectif de réduction des déchets, par exemple, qu'on a des clients qui sont devant l'offre, quoi. Les ressourceries, à ce titre-là, sont un très bon exemple. On a tous été en ressourcerie. On ouvre une ressourcerie quand on a accès à un gisement, donc des déchets à réemployer, des déchets qui viennent donc des ressources. Mais toutes les ressourceries ne fonctionnent pas parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un 4e vélo, d'un 5e grille-pain ou de vêtements qui sont plus à la mode, par exemple. Exactement. Donc bien se poser aussi la question de la cible, surtout là l'exemple de l'économie circulaire pour être en adéquation et avoir demain un marché qui se développe. Et le marché aussi géographique, si vous vous implantez dans une zone qui est déjà surpeuplée d'entreprises qui font ce type de commerce ou de prestation de services d'ailleurs, votre entreprise elle va peut-être avoir du mal à décoller. Là où, dans une zone géographique qui est beaucoup moins développée dans ce type d'activité, là, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires incroyable, une croissance incroyable aussi. Exactement. On parle justement d'expansion, etc. Quels sont fiscalement les financements aussi possibles pour les entreprises de l'économie circulaire ? Est-ce que vous avez des petits exemples
à nous donner? Je peux commencer. Moi, dans les types d'entreprises que j'accompagne, et je dis tout de suite que je parle d'entreprise au sens de l'activité économique, mais en réalité, il y a énormément d'associations. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui se lancent sur l'économie circulaire ont souvent, comme je disais, une finalité plus importante que leur business. C'est pour ça qu'on y va, en général. Et donc, des modèles économiques qui sont souvent difficiles à trouver. On parlait des ressourceries tout à l'heure. Une ressourcerie, c'est quoi ? C'est énormément de foncier, énormément de main-d'œuvre pour revaloriser les objets, et des paniers moyens à 1, 2, 3, 4 euros. Et donc, il faut des volumes gigantesques. Ça pèse sur les modèles économiques. Souvent, il y a besoin de subventions d'investissement ou de subventions même de fonctionnement pour fonctionner. C'est pour ça que souvent, les ressourceries sont en modèle associatif. Mais on peut parler aussi du rôle de l'ADEME, qui est très important dans l'économie circulaire. Tu peux préciser pour tout le monde ce que c'est l'ADEME ? Pardon, l'ADEME, c'est une agence gouvernementale de l'État qui est l'agence de la maîtrise de l'énergie et en général l'agence qui finance l'économie circulaire. Et qui, par exemple, en Pays de la Loire, on a beaucoup de chance, lance un appel à projet économie circulaire chaque année, dans lequel massivement les gens qui entreprennent dans ce type de business font appel pour financer leurs investissements. Est-ce que toi, Océane, tu as aussi des formations pour le dirigeant, etc., qui peuvent exister justement dans l'économie circulaire ? Alors complètement, il y a plein de choses quand même qui sont mises en place, que ce soit par le gouvernement ou non d'ailleurs. Donc il y a tout ce qui va être crédit d'impôt, innovation ou recherche qui est très important quand même si il y a beaucoup de monde à le demander, donc forcément il faut des dossiers, encore une fois, qui soient bien ficelés, bien préparés. Donc là, je recommande toujours de se faire accompagner par un professionnel qui a l'habitude de monter ce type de dossier, parce que même si c'est le chef d'entreprise qui connaît le mieux son activité, un spécialiste pour établir ce type de dossier et être sûr qu'il n'y ait pas de refus, je pense que c'est hyper important, notamment les premières années, le temps vraiment d'être familiarisé avec le modèle économique. On va avoir aussi tout ce qui va être production immobilisée, donc ça c'est un mécanisme en fait comptable qui vise à venir annuler une charge pour la répartir sur plus longtemps et créer de la valeur. D'accord. Donc je m'explique, imaginons vous lancez une entreprise demain, vous faites un site internet pour développer votre activité et vous embauchez des développeurs du coup pour faire ce site internet et pour le rendre peut-être favoriser le commerce en ligne, etc. Donc le salaire des développeurs, vous allez en avoir pour une charge importante sur l'année 1 peut-être et l'année 2. Et donc le but de mettre de la production immobilisée, c'est de venir mettre un produit en face de cette charge, et la contrepartie, ça va être de mettre à l'actif donc du bilan. Et mettre à l'actif du bilan, ça veut dire mettre au patrimoine de l'entreprise. D'accord. Et donc créer de la valeur et matérialiser le fait qu'il y a une application qui existe. Demain, il y a votre collaborateur qui part, votre développeur, il s'en va pas avec votre application, elle appartient à votre entreprise. Donc il faut qu'on la matérialise dans les comptes, et ça du coup ça va venir alléger un petit peu le compte de résultat, et donc avoir un meilleur bénéfice à la fin de l'année, même si c'est pas la recherche d'un bénéfice qui est le plus important, mais au moins d'être à l'équilibre, ce qui est là pour une entreprise un facteur qui est important à prendre en compte. Très bien. Est-ce que toi, Antoine, tu as dans tes souvenirs, dans ton petit vécu là, dernièrement, des exemples aussi de changement de cap d'entreprise que tu as pu accompagner ou que l'organisme a pu accompagner? Oui, en préparant le podcast, on parlait par exemple d'une entreprise nantaise qui s'appelle Edge, qui était partie à l'origine sur un concept d'upcycling avec des vêtements, il me semble, pour enfants et pour nourrissons upcyclés, et qui, face à une saturation du marché sur cette activité, a voulu conserver le fait de faire du réemploi textile, mais de le porter à l'échelle en passant par le réemploi d'EPI textile. Alors les EPI, c'est les équipements de protection, en gros le textile professionnel, et le revaloriser en faisant d'autres objets. On peut par exemple penser au siège de fauteuil de la TAN, des anciennement Naolib. Enfin, bref. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Qui sont devenus des coques de téléphone ou des polos qui deviennent encore d'autres choses. Et ça reste vertueux puisque ça reste dans la même entreprise. Voilà, aussi, c'est ça peut arriver exactement. Et en plus, puisque c'est un peu la spécialité de l'économie sociale et solidaire, il y a des coopérations qui se font avec d'autres projets émergents. Par exemple, moi j'ai accompagné la Fabrique d'Arachné, qui est un atelier coopératif d'artisanat textile, qui travaille avec Edge, comme ça, avec deux statuts différents, deux statuts juridiques différents, deux fonctionnements différents, mais sur une même action, sur une même finalité. Elles vont se rassembler en l'occurrence, pour essayer justement de valoriser le maximum de textiles et éviter qu'ils partent à la benne. Et d'ailleurs, on a reçu Camille Bringekel de Edge, et on vous mettra juste au-dessus de moi
tout l'épisode dans lequel elle parle de son parcours et notamment de son passage de micro à société et justement ce twist qu'elle a fait au niveau de son activité. Super. Est-ce que, Antoine, tu parlais de cas pratiques. Tu as là dernièrement des exemples de cas où ça a été un peu délicat parce que justement il y avait quelque chose de saturé, où là tu as senti qu'il y avait une opportunité et tu as pu gratter justement avec la personne un petit peu le sujet. Enfin, voilà, des exemples très concrets de projets plus touchy, on va dire. En général, dans l'économie sociale et solidaire, on a un problème, c'est que c'est des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux. C'est-à-dire que la voix au chapitre, les décisions se font en fonction du principe une personne, une voix, et non pas 1 euro, une voix. Et donc, c'est très bien pour la démocratie en entreprise, mais ça bloque un peu l'incitation à un investisseur de dire, bon, j'arrive avec X centaines de milliers d'euros sur la table, mais par contre, j'aurai autant de voix au chapitre que la personne qui n'a rien investi. Et donc, historiquement, les projets d'économie sociale et solidaire sont des projets où l'arrivée d'investisseurs privés est rendue difficile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'économie circulaire, ça nécessite souvent des investissements un peu importants au départ pour investir dans un foncier ou que sais-je encore, ou des machines. Et donc souvent on a ce problème-là. Par exemple, j'accompagnais récemment une entreprise nantaise qui est très innovante et qui se développe bien, qui s'appelle Modixia, qui fait du réemploi d'ordinateurs et non pas du reconditionnement. Ils vont aller chercher ce que les reconditionneurs ne peuvent même pas vous vendre, prendre les composants, les mettre dans un nouvel ordinateur et faire un nouvel ordinateur à partir de ces pièces réemployées. C'est encore plus poussé, quoi. Voilà. Pour faire ça, il a besoin d'imprimer en 3D un boîtier. Les imprimantes 3D, ça coûte très cher, c'est des immobilisations, des investissements chers à faire. Et là, on a toute la créativité dont tu parlais du créateur d'entreprise qui doit se déployer pour trouver des solutions, pour aller chercher des solutions de financement, pour commencer petit et ensuite s'agrandir petit à petit. Aujourd'hui, c'est ce que Modixia fait très bien d'ailleurs. Super, très très bien. Est-ce que Océane, toi, tu as des exemples aussi en tête d'entreprises que tu as pu accompagner pas forcément, on peut un petit peu sortir aussi du vrai sujet de l'économie circulaire, mais où il y a eu un repositionnement, un moment intéressant pour que ce soit plus vertueux, pour que ça soit en phase avec justement toutes les préoccupations aussi sociétales et environnementales. Déjà, on voit que c'est une préoccupation qui est hyper importante pour toutes les sociétés aujourd'hui. On voit de plus en plus de sociétés à mission où ils vont mettre dans leur statut quand même une mission pour la personne morale qui est la société et faire de plus en plus de choses et d'actions pour être plus vertueux, parce qu'on se rend compte que l'entreprise telle qu'elle l'était dans les années 80, elle est plus possible, un peu plus compliquée, on va dire, si elle reste de la même manière, même pour attirer des collaborateurs, pour fidéliser ses clients, etc. On a tous dans un petit coin de notre tête, quand on achète, une pensée environnementale, de se dire comment c'est composé, comment c'est arrivé là, etc. Et forcément, ça fait poser des questions au moment de l'acte d'achat. Donc, en tant que client, on va se poser des questions. Les entreprises sont obligatoirement obligées de prendre des décisions plus vertueuses et d'inclure cette pensée du consommateur qui est là lors de l'acte d'achat, en fait. Exactement. Non, c'est hyper important, et de dire que voilà, c'est pour ça que cet épisode il est aussi riche, c'est que on fait un focus niche un peu sur l'économie circulaire, mais ça peut vraiment englober beaucoup plus de sujets qu'on l'imagine. Et surtout, même si on est consultant, il faut aussi que ça fasse partie de ses propositions et être aligné avec ses valeurs perso. On parlait aussi en préparant l'épisode qu'il ne faut pas forcer le trait. En fait, si on n'a pas un attrait, ça se ressentira en termes de communication, aussi de choix de prestataires, etc. Donc bien être en phase dès le début sur tout ça. On a parlé fiscalité, mais en termes juridiques, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner de comptabilité pure et dure? Ok, alors oui, il y en a forcément, parce que c'est une décision qui est importante quand on lance sa structure. Quel type de statut juridique choisir va pas avoir... Le statut juridique, en fait, que vous allez choisir, ça va pas impliquer les mêmes conséquences. Et que ce soit en termes de salaire, le jour où vous allez vouloir vous rémunérer, même si au départ, il y a des aides de la part de France Travail qui existent, etc. Mais en fait, du coup, ça va avoir un impact si vous prenez, par exemple, la SAS, ou si vous allez sur de la SARL où il y a des cotisations, même si vous ne prenez pas de rémunération. Et il y a d'autres structures juridiques, donc c'est important de bien les analyser en fait au lancement de la structure.
très intéressant que tu parles de ça, puisque à titre perso, on en parlait avec Antoine. Moi, je suis présidente d'une association en plus de cette activité podcast et communication. L'association de la Troquerie, donc qui est un lieu à la base, la Troquerie physique, où il y avait donc un statut d'entreprise qui est dirigé par Agathe Violin, donc la fondatrice de la Troquerie. Et puis, force est de constater qu'en fait, elle ne pouvait pas aller chercher de subventions avec ce statut de société, même si elle a voulu faire les choses dans les règles de l'art et c'est tout à son honneur. Mais en twistant, en ajoutant du coup un bureau et un format associatif, elle a pu aller justement chercher des subventions et avoir des accompagnements qu'elle n'avait pas du tout en tant qu'entreprise. Antoine, tu as accompagné Agathe. Et j'ajouterais même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'elle ne va pas seulement chercher des subventions parce qu'elle n'arrive pas encore à se payer comme elle aimerait. Elle va chercher des subventions pour faire plus d'actions, qui sont des actions de sensibilisation, qui permettent à la fois de maximiser son impact, puisqu'elle a à la fois un lieu de vente et des actions de sensibilisation, c'est complémentaire, mais qui, in fine, sont aussi une bonne chose pour son business. C'est-à-dire que ces actions de sensibilisation, si tout le monde est sensibilisé à l'économie circulaire, et bien évidemment, des lieux comme la Troquerie auront plus de succès. Ouais. Donc là, on a un bon exemple de comment, en jouant avec le statut, on peut maximiser, y compris son business, même si c'est contre-intuitif de dire qu'en association, on maximise son business. Et surtout, il est évolutif en fonction de la vie de la structure. Ça peut rebasculer dans 5 ans ou dans 10 ans en fonction de l'évolution. Et en fait, c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est qu'on n'est pas bloqué dans une structure à vitam aeternam. Exactement, ça peut bouger. On peut faire bouger, donc autant se lancer et choisir la meilleure sur l'instant T. Et on verra dans 5 ans s'il faut changer, quoi. Donc merci pour tous ces précisions. S'il y avait un conseil ultime chacun que vous pouviez donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer ou qui sont en cours de création, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, au risque de me répéter, je vais dire de se faire accompagner. C'est hyper important. Le repreneur ou le créateur, il va avoir plein d'idées. Et ça, c'est vraiment génial. Mais il faut absolument bien ficeler les choses et bien faire les choses dès le départ. Donc, se faire accompagner sans aucun doute. Très bien. Et toi, Antoine ? Ouais, si je peux rebondir, c'est exactement le conseil que je donne aux gens que j'accompagne, d'aller rencontrer un expert comptable pour faire des documents solides. Si je peux préciser quelque chose quand même, n'oubliez pas de comprendre ce que l'expert comptable est en train d'écrire et de maîtriser les hypothèses sur lesquelles sont basés ces prévisionnels, puisqu'il y a une technique comptable, mais il y a aussi derrière une réalité du projet qu'il faut maîtriser, sinon évidemment ça a beaucoup moins d'intérêt. Et surtout, c'est normal de ne pas comprendre ce que peut nous raconter notre comptable. Et il est là justement pour vulgariser, accompagner, préciser des choses qui peuvent être un peu floues quand on est entrepreneur. Parce que justement, si on délègue cette partie, c'est qu'il y a un vrai métier et il y a un savoir-faire et tout seul, c'est parfois très complexe. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ces bonnes questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci. Vous qui nous avez écoutés, n'hésitez pas à faire les petites actions qu'on connaît, le like, le partage, etc. C'est hyper précieux pour nous. Mettez des commentaires aussi si vous voulez avoir plus de précision. Et puis en description, on vous mettra justement le contact d'Océane et d'Antoine et des fonctions qu'ils exercent. Je vous remercie. Merci à vous deux et à très bientôt. Merci. Au revoir.